On verra. C'est bon. Ok, vous m'entendez? Bonjour, guten Tag. Begrüße neben mir Sandrine Küster. À côté de moi, Sandrine Küster, la présidente de l'association Rencontre du théâtre suisse et également directrice du théâtre de Saint-Gervais à Genève. Directrice artistique de la rencontre du théâtre suisse. Ich freue mich sehr, dass wir heute live. Je suis très heureuse de pouvoir être ensemble en présentiel afin de discuter ensemble, en partie en présentiel, en partie en virtuel. Et juste brièvement, cette rencontre du théâtre suisse devait avoir lieu de façon plus limitée. Nous savons bien sûr pourquoi on ne pouvait pas inviter tous les spectacles qu'on avait choisis. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme programme cadre? Qu'est-ce qui est utile, sensé dans le moment actuel? Alors, on a décidé d'aborder des thèmes de politique culturelle, des thèmes qui sont liés à cette situation de crise. Et puis, c'était important pour nous de dire, il y a aussi d'autres problèmes dans ce monde. Et puis même en ce qui concerne la pandémie, une pandémie, c'est vraiment cela concerne le monde entier. Alors, il est important pour moi de dire que nous savons bel et bien qu'il y a aussi des artistes dans d'autres pays qui ont été frappés bien plus durement, plus rapidement. Et même si c'était difficile ici pour pas mal d'artistes, dans d'autres pays, c'est encore différent. On ne peut même pas prétendre à un soutien financier. Donc, il est important d'avoir aussi des représentants et représentantes qui peuvent nous apporter ces perspectives. De suivre la pièce du Théâtre Marie, Verdeckt, en ligne. Aussi, vous annoncez que toutes les rencontres sont possibles, enfin, il est possible de les revoir sur le site de la rencontre du Théâtre suisse et qu'une magnifique caravane a été aménagée. Elle est en ce moment devant Équilibre et à l'intérieur se trouvent des enregistrements, des petites installations qui permettent d'apprécier les spectacles que malheureusement à la rencontre, on n'a pas pu présenter cette année. Voilà, merci. On y va? Viel Vergnügen. Merci beaucoup. À vous. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und gemeinsam mit Daniel Bausch diese Diskussion leiten zu dürfen. Und wir möchten Ihnen als allererstes gerne die Teilnehmer der Diskussion vorstellen. Und ich würde gerne mit den
Teilnehmerinnen beginnen, die auch live tatsächlich hier vor Ort sind. Das ist zu meiner Linken Othuli Fortune Hase. Sie ist Schauspielerin aus Malawi und hat, glaube ich, 2009 angefangen, als Schauspielerin zu arbeiten in Malawi. Es gab damals dort ein Theater und eine Theatergruppe namens Nansikambe Arts. Das war zu der Zeit das einzige Theater, was im Land professionell arbeitete, und dort hat sie gespielt über mehrere Jahre hinweg. Es gab dann auch eine internationale Koproduktion mit dem Theater in Konstanz. Und da ist eine Arbeit entstanden mit einem gemischten Ensemble aus afrikanischen und deutschen Schauspielern und einem gemischten Regie-Team. Und das wird sicher auch ein bisschen Thema unserer Runde sein. Othuli ist dann, hat an verschiedenen Bühnen gespielt, am Landestheater in Tübingen, aber auch bei der ZHDK in Zürich und studiert in Köln, und zwar Kommunikation, Kunst und Medienmanagement. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Daniel, jetzt darf ich an dich kurz geben. Ja, danke, das darfst du. Ich möchte gerne Anina Jendrejko vorstellen. Sie sitzt hier zu meiner Rechten. Anina ist Schauspielerin, Regisseurin und Dozentin. Sie hat ihre Ausbildung an der UDK in Berlin absolviert und hat dann an verschiedenen deutschen Sprechtheatern gespielt, zum Beispiel in Düsseldorf, Frankfurt am Main, in Stuttgart, in Basel und in Zürich. Hat dann sich entschieden, ihre Karriere vom Moment auszusetzen, also ihre Karriere als Schauspielerin, und hat dann angefangen, Türkisch zu lernen, hat in verschiedenen Delegationen als Übersetzerin gearbeitet, hat sich dann wieder dem Theater zugewandt und arbeitet jetzt hauptsächlich in der freien Szene. Sie hat eine eigene Bühne gegründet, darüber wird sie auch später bestimmt sprechen, die Freie Volksbühne Basel. Und ich möchte nur kurz einen Satz vorlesen, den ich auf ihrer Webseite gefunden habe, wo sie beschreibt, wie sie arbeitet oder worüber sie arbeitet, was ihre Themen sind. Dort steht: In meiner künstlerischen Arbeit setze ich mich kritisch mit den Fragen der Identität, Gesellschaft, Transkulturalität und Machtverhältnisse auseinander. Geschlechtergerechtigkeit und Selbstermächtigung sind dabei wesentliche Grundlagen. Ich habe Anina dann kennengelernt im Kontext des ITI, darüber möchte ich später auch noch was sagen. Und wir haben uns dort kennengelernt bei einer Sitzung und haben uns interessiert aneinander und haben gleich angefangen, ein Projekt zu spinnen. Und sie wurde dann gleich Vizepräsidentin des ITI bei dem Event. Und ja, deswegen ist sie jetzt auch hier. Bitte du weiter, genau, Thomas. Mit den hoffentlich 3 Teilnehmern, die digital dabei sind. Also wir haben sie hier vor Ort noch nicht alle sehen können, aber ich hoffe, sie sind da. Das ist Homan Weser. Homan Weser ist Schauspieler, der in Afghanistan geboren ist, in Kabul. Er hat auch dort Schauspiel studiert, wurde da ausgezeichnet in Kabul als bester Schauspieler im Jahr 2012. Hat Filme gemacht, war eingeladen mit Produktionen auf verschiedenen internationalen Theaterfestivals, zum Beispiel in Indien, aber auch in Teheran, und hat 2009 angefangen, mit internationalen Organisationen gemeinsam zu arbeiten, zum Beispiel mit der UNICEF, und hat dann im Bereich der Kinderrechte und der Friedensbildung in Afghanistan gearbeitet und später mit der GIZ als Assistant for Peace and Theater in Flüchtlingscamps und auch mit Straßenkindern gemeinsam. Er hat dann 2014, davon werden wir sicher noch hören, eine Inszenierung gemacht in Kabul mit dem Titel Herzklopfen, die Stille nach der Explosion. Da gab es einen doch sehr einschneidenden Zwischenfall während der Premiere. Darüber ist dann auch ein Dokumentarfilm entstanden. Und er ist dann nach Deutschland gekommen und hat dort mit der Theatergruppe Kula und dem Regisseur Robert Schuster gemeinsam gearbeitet. Und die Inszenierung Malalai, die afghanische Jungfrau von Orléans, war unter anderem zu sehen am Deutschen Nationaltheater Weimar und auch in der Schweiz. Und Homan lebt in Berlin und studiert Regie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und ich sehe ihn nicht, aber ich weiß, er ist da und darf ihn ganz herzlich begrüßen. Danke. Thomas. Hallo Homan. Hi, how are you, Thomas? I'm fine. How are you? I'm doing actually good. Perfekt. Dann darf ich begrüßen Bernhard Stengele. Er ist Schauspieler und Regisseur, geboren im Allgäu,
hatte verschiedene Engagements als Schauspieler, hat dann angefangen, selber zu inszenieren und war viele Jahre Schauspieldirektor an verschiedenen Theatern, am Main-Franken-Theater in Würzburg und danach auch am Theater in Altenburg-Gera. Und in die Phase, als er Schauspieldirektor in Würzburg war, fiel die Förderung der Kulturstiftung des Bundes im Fonds Wanderlust. Dieser Fonds hat internationale Theaterkooperationen gefördert zwischen deutschen Stadttheatern und Theatern im Ausland. Und das Main-Franken-Theater unter seiner Leitung hat sich daran beteiligt und hat mit einem Theater in Burkina Faso zusammengearbeitet. Und das war, glaube ich, für Bernhard Stengele der Beginn einer langen Auseinandersetzung mit der Arbeit verschieden zusammengesetzter Ensembles. Er hat das sehr, sehr konsequent weitergeführt und kann darüber auch noch einiges berichten im Verlauf des Gespräches. Und ich darf ihn ganz herzlich begrüßen, Bernhard Stengele. Er ist Corona-bedingt in Thüringen und hoffe, er hört mich und kann ein kurzes Lebenszeichen senden. Jetzt, ich kann mich selber, glaube ich, jetzt hörbar machen. Je pense qu'on m'entend. Je n'ai pas accès à la vidéo, mais je suis très heureux de pouvoir vous envoyer des salutations de cette région à risque. Oui, on vous entend bien. Merci. Maintenant, troisième participant, Thorleifur Arnarsson, tu es où? À Reykjavik? On n'entend rien. Ich werde ihn dann später vorstellen, wenn er dazu kommt und würde sagen... Je vais le présenter tout à l'heure quand il se joint à nous. On commence donc la discussion. On espère que Thorleifur va se joindre à nous. Si, je suis là. Je suis là. Si, il est là. Ah, bonjour. Bonjour, Thorleifur. J'ai essayé de parler, mais personne ne m'a entendu. Et puis, pouf, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est parfait que tu sois là. Je peux vite te présenter. Donc, il est né à Reykjavik. Il a étudié la comédie. Il était aussi régisseur, metteur en scène. Il a également étudié à l'école Ernst Busch. Il a été metteur en scène à Karlsruhe, à Saint-Gall, puis il était à Constance comme chef directeur. Il a fait une mise en scène dont on parlera encore par la suite. Mère Courage et ses enfants, c'est quelque chose qui a été invité par le théâtre en Irak du Nord. Et puis, par la suite, il a fait pas mal de mises en scène, d'opéra, de pièces de théâtre à différents théâtres, également donc à Hanovre, et puis au théâtre de Bâle et au Burgtheater. Et depuis 2019-2020, il est donc directeur à la Volksbühne de Berlin. Je suis heureux d'être parmi vous. Bon, maintenant, est-ce que je peux aussi vite présenter Thomas? Dr Thomas Spiekermann est directeur du théâtre TAC. C'est le théâtre au Liechtenstein. Il est également dans le comité de l'ITI suisse. Et puis Daniel, donc, il a grandi à Bochum. Il travaille au Scuola Teatro Dimitri au Tessin. Il est également président de l'ITI suisse. Daniel, donc peut-être tu peux dire quelque chose par rapport à ce ITI. Voilà, le ITI suisse fait partie d'un réseau mondial
Donc, International Theatre Institute, c'est le plus grand réseau des arts de la scène. Ça a été créé en 1948 après la Deuxième Guerre mondiale, quand le rideau de fer s'est fermé entre l'Est et l'Ouest. C'était pensé comme un pont entre les différentes cultures. Ce sont donc tous les arts de la scène, y compris la danse, etc. Et il y a 3 grands événements. Donc, le World Congress, l'événement le plus important, d'habitude, il a lieu tous les 2-3 ans. Un grand événement avec environ 600 à 700 délégués. Il y a 90 centres internationaux aussi en Suisse, il y en a un. Et les délégués s'y rencontrent, discutent des arts de la scène. Il y a différentes sous-groupes qui se penchent sur différents thèmes, des thèmes qui traitent aussi les thèmes de base de l'UNESCO, car c'est une organisation qui a été basée sur l'UNESCO au départ. La Journée mondiale du théâtre, cette année, c'est Helen Mirren qui a écrit un message. C'est le 19 mars. Et puis, il y a aussi la journée de la danse. Friedemann Vogel, le danseur allemand, a écrit le message cette année. Voilà, en ce qui concerne le ITI. Merci, Daniel. On pensait qu'on démarre la discussion, que l'on peut bien sûr aborder de différents points de vue. Et on va commencer par demander la perspective des producteurs de théâtre qui, pour différentes raisons, vont dans une région en crise pour faire du théâtre. Et donc, ma première question à Thor, encore une fois, c'était donc la mère Courage et ses enfants en 2011 qui étaient à Constance, et puis après, c'était invité au nord de l'Irak. Évidemment, c'était une période critique, comme on le sait bien. Et Thor, j'aimerais savoir, quand tu te rappelles, quelles étaient les premières pensées quand tu as reçu cette invitation? Comment as-tu pris la chose d'être invité dans cette région en guerre de l'Irak pour montrer ta mise en scène? Et quelle était ton expérience avec la troupe de théâtre qui était donc du Stadttheater? Qu'est-ce que cela a fait? Qu'est-ce que cette troupe a vécu par rapport à cette expérience au nord de l'Irak? Eh bien, je m'en souviens bien, car les expériences qu'on a fait à l'époque ont laissé vraiment une grande impression pour moi. Ce qui est parfois difficile pour un système de théâtre qui reçoit aussi du financement, c'est que le cadre est assez clair et comment avec quel public on a commerce, on a une influence sur ce qui est raconté avec Mère Courage. Il y a bien sûr là une histoire de l'impossibilité de trouver son chemin dans cette guerre qui continue sans fin, et de jouer cela dans un pays où à l'époque, pendant 60 ans, il n'y avait pas de guerre, et malgré cela, le pays était tellement marqué par la guerre, à part Brecht et toute cette histoire de révolution. Donc, c'était justement là la problématique. Cela passe via la tête, mais on veut toucher le cœur et l'âme. Et la situation de base de cette pièce, il faut vraiment la dévoiler sur scène. On ne peut pas vraiment jouer d'après la situation réelle que l'on rencontre. Donc,
cette mise en scène, on met tout cela dans un camion et comment c'était, je crois, 4000 kilomètres, 3 semaines de voyage et quelques comédiens ne voulaient pas venir. Évidemment, on n'a pas forcé les gens à venir, d'être en Irak à cette époque. Et donc, il y avait un comédien de l'Islande qui a sauté dans la brèche, a réussi, une comédienne, pardon, qui a ensuite joué La Mère Courage. Alors on arrive dans une salle qui a été financée par de l'argent de l'Allemagne de l'Est et puis on rencontre une série de professeurs spécialistes de Brecht, donc des dramaturgues d'une certaine trempe. C'était assez ça prêtait à confusion car ils étaient bien sûr dans des analyses marxistes du théâtre. Et puis bon, la salle est pleine, mais il n'y a aucune femme. Et puis tout en haut, dans un coin, il y a un petit coin où les femmes sont admises. Et je me suis dit, mais c'est presque incompréhensible, cette injustice. Et en même temps, cela reflète effectivement la lutte des femmes à travers cette pièce. Le comportement dans le théâtre est également très différent et il y a un silence de plomb et ensuite les gens se lèvent, commencent à téléphoner et partent. Donc on est dedans et ensuite on part. Et puis à la fin, tout le monde se lève, on applaudit et puis après les gens partent, les comédiens descendent et puis on se serre la main. Mais comme au Moyen Âge en Europe, les hommes ne peuvent pas donner la main aux femmes, sauf aux comédiennes qui ont une certaine position particulière. Alors, ce qui m'est resté en mémoire, c'est une scène où une comédienne qui avait vraiment joué ce rôle de toute son âme. Alors, 1500 hommes lui ont serré la main alors qu'elle a été violée plusieurs fois dans la pièce, etc. Et puis, c'était absurde. Et puis, il y avait une femme qui était assise et qui regardait toute cette scène, ces hommes qui lui serraient la main. Et une fois que les hommes sont partis, cette femme est éclatée en larmes. Elle a couru vers la comédienne et l'a prise dans les bras. Elle l'a tenue, elle a pleuré et tout à coup, cette pièce, comment elle a été reçue, toute cette histoire autour de cette pièce de Brecht ne jouait plus de rôle car quelqu'un, une personne, a eu vraiment un événement profond car son destin a été vraiment montré dans la réalité. Et le théâtre est passé d'un rituel à la réalité. Et pour moi, cela avait vraiment ça a laissé une grande impression. Et c'est quelque chose que le théâtre devrait toujours viser, pas qu'on doive amener les pièces toujours à des endroits où il y a une pertinence particulière, mais cette force qui s'en dégage est vraiment impressionnante et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu à ce moment-là. C'est une histoire vraiment très touchante que tu viens de raconter. Qu'en est-il des centaines d'hommes qui étaient assis là et qui ont également regardé cette pièce? Est-ce que là, il y a aussi une réaction? Comment est-ce que ces hommes ont accueilli cette pièce, notamment les scènes de viol et les autres moments quand les femmes dans la pièce ont été attaquées? On a encore discuté au préalable car il y avait quelques scènes qui étaient vraiment très dures.
Et on avait un cadre assez clair d'un point de vue artistique. On a veillé à ce qu'on n'aille pas trop loin et on avait quand même l'impression qu'on arrivait presque aux frontières, qu'on était un peu sur le fil. Mais ce qui est intéressant, j'ai ensuite demandé, car il y avait d'autres représentations, et puis on a aussi revu certaines personnes du public. Et on a vu que pas mal de personnes trouvaient qu'on est allé très loin. Mais que cela laissait vraiment une impression et que cela amenait aussi des discussions plutôt profondes. Et j'ai demandé, est-ce que tout le monde serre la main toujours? On m'a dit non, 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 cela ne se fait pas nécessairement, mais la tradition est de ne pas montrer une réaction pendant la pièce. Donc, j'avais comme l'impression que ils ne peuvent pas vraiment digérer ce qu'ils voient. Mais dans les discussions après la pièce, on avait quand même une autre impression, une deuxième impression. En même temps, on va rapidement aller vers des discussions plus formalistes, car c'est plus facile de parler de tout cela, de cette perspective-là. Mais je ne sais pas. On est invité, n'est-ce pas? Et puis, je n'ai pu que voir cela sur le moment. Je ne peux pas dire que là, j'ai une plateforme qui me permet de faire des déclarations globales. Je ne peux que vous raconter ce que j'ai vécu par rapport à cet intérêt et que parfois, on allait vraiment très loin. On allait à la limite. Et ce moment vraiment incroyable quand je me suis dit, peut-être cette femme-là, c'est la première fois qu'elle a vécu une présentation d'une femme bombastique dans l'espace public. Et puis aussi les discussions formelles par la suite, évidemment, cela fait aussi partie. Merci, Thor. Merci beaucoup. On pourrait encore discuter en long et en large, on y reviendra certainement, mais je trouve intéressant de rester dans la région et je donne volontiers la parole à Nina, car elle a aussi de l'expérience dans cette même région. Elle était donc à Erbil et à Shanghai il y a Anina a été 2 semaines dans encore. l'Erbil, à Elle Mahmoud, était dans encore le dans Shengal, au dans nord de l'Irak du l'Irak. Nord. Et il est peut-être intéressant qu'elle puisse faire le lien entre le passé et aujourd'hui. Ben oui, je travaille aujourd'hui dans un tout autre contexte parce que Erbil, c'était autre chose, n'était pas un festival de théâtre. Je travaille avec beaucoup d'acteurs et d'actrices qui proviennent de tous les coins, qui ont des origines très diverses, avec des origines kurdes ou turques ou en provenance de l'ancienne Yougoslavie. Et tous ces acteurs, toutes ces actrices, dans leur histoire familiale, ont vécu la guerre ou bien des conflits très proches de la guerre, ont vécu cela dans leur propre famille. Et sur ce fond, j'ai mis une scène sous le titre de Selam Habibi. C'était une adaptation de Roméo et Juliette au nord de l'Irak. Et nous avons vécu cela autrement que ce que tu viens de dire. Il y avait beaucoup de femmes qui sont venues voir notre pièce
Et dans cette adaptation, Juliette était au centre de l'attention. Et l'actrice qui a eu une histoire de théâtre très longue au nord de l'Irak, nous l'avons intégrée dans notre pièce. Dann auch ein anderer Kontext, wo sich was Nous avons fait 8 représentations, pas qu'une seule. Et les femmes spectatrices ont fortement participé à notre débat. Le contexte est donc tout à fait différent. Et maintenant, dans ma pièce actuelle, j'adresse le génocide contre les Assides. Et de mon avis, le travail sur les conflits et les situations de conflit, dans ce travail, je ne m'intéresse pas tellement à des événements spectaculaires ou dramatiques. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre les personnes qui vivent aujourd'hui ici comme un point de départ et de retourner avec ces personnes dans leur lieu d'origine, mais aussi d'intégrer dans tout cela et justement les acteurs qui vivent aujourd'hui ici. C'est-à-dire que nous posons un regard d'extérieur sur ces conflits et notre perspective, c'est aussi que nous voulons aider les pauvres victimes, alors que au Proche-Orient, il y a tant de processus d'émancipation qui se passent en ce moment et qui m'intéressent. Lorsque je parle de la diversité de notre société, eh bien, je vis cette diversité comme une très grande richesse. Et pour moi, le théâtre devrait rendre la réalité dans une forme traduite, poétique, dans un autre langage. Et devrait arriver à, si vous voulez, généraliser le ponctuel par un rite de transformation. C'est un mot un peu horrible. Je pense que le théâtre doit s'adresser et s'intéresser au conflit. Et ce qui m'intéresse justement, c'est les processus d'émancipation dans les zones de conflit. Dans les conflits, il y a toujours des gens qui survivent et qui veulent survivre à l'intérieur de ces conflits, et c'est des gens qui disposent de très grandes ressources. C'est pourquoi cette pièce Shengal, la force des femmes, il s'agit d'une pièce sur un génocide, n'est-ce pas, qui est très récent, qui date de 6 ans. En Allemagne, il y a beaucoup de gens de cette région qui vivent aujourd'hui en Allemagne. Nous avons passé beaucoup de temps là-bas pour faire des recherches très intenses, pour essayer de traduire vers nos contrées d'ici ce qui s'est passé là-bas, aussi dans le sens justement de l'émancipation, mais d'une façon qui permette aux spectatrices, spectateurs de s'y identifier. Alors, si je t'ai bien compris, pour toi, le théâtre est un genre de médium. Un médium qui doit que tu veux utiliser pour lancer des processus d'évolution de la société civile chez nous. Non, ce n'est pas vraiment mon interprétation. Moi, en tant que femme de théâtre, je suis persuadée que je suis aussi une traductrice. Les conflits qui ont lieu dans des zones de crise sont très aigus, mais chez nous aussi, nous avons des conflits qui peut-être passent un peu sous sourdine, mais dans un monde globalisé, il y a des liens et beaucoup de liens entre l'un et l'autre. Mon objectif, c'est de toucher les gens par le théâtre
et justement de les toucher en thématisant des questions d'émancipation, des moments où les êtres humains, les individus sont incités à agir. Alors, la condition humaine elle-même, la possibilité d'être un être humain m'intéresse. Macbeth peut être mise en scène d'une façon absolument contemporaine sans que tout justement en puisant dans la diversité actuelle. Avant de changer de continent, j'aimerais demander à Thor s'il peut lui-même souscrire à cette définition du théâtre. Comment il comprend le théâtre d'aujourd'hui? Est-ce qu'il existe aussi un théâtre à lancer ou à viser politique pour toi? Moi, effectivement, je proviens d'un champ très politisé, mais finalement, j'ai fini par quitter ce champ politique. Mais je trouve vraiment beau que le théâtre soit un lieu d'humanisme. Mais je pense que la force principale du théâtre, c'est sa voix ritualiste. Un grand problème sur fond de coronavirus, c'était la perte de vie publique. Et effectivement, on a constaté que pour pouvoir faire de l'art, il faut qu'il y ait une vie publique. Et c'est pourquoi, justement, le théâtre a tant de force. Et c'est pourquoi cette perspective humaniste, cette composante empathique et cathartique a lieu, est présente parce que le théâtre est un rituel commun sociétal, justement. Mais faire la délimitation par rapport au théâtre qui s'occupe des questions de politique quotidienne ou actuelle, ou des questions sociales, pourquoi pas? Mais je crois que, voilà, pour moi, le véritable cœur de ce que nous sommes, c'est justement l'expression ritualisée de contenus qui sont des contenus humains. Oui, je pense que cet aspect du rituel en lien avec le théâtre me fascine aussi. Otuli, je te pose une question. Alors, est-ce que ces rituels peuvent être compris comme étant un langage universel ou est-ce que c'est un langage qui doit être national, en quelque sorte? Qu'en est-il au Malawi? Est-ce que tu te réfères à la culture? Non, je me réfère spécifiquement au théâtre, à l'expression théâtrale. Est-ce que toi aussi tu penses que l'une des grandes forces du théâtre, c'est justement le rituel? Et est-ce que le théâtre en tant que rituel ou expression ritualisée est pratiqué au Malawi? Dans le Malawi, en général, c'est les hommes qui jouent du théâtre. Les hommes peuvent jouer tous les rôles sans qu'on se demande pourquoi ils font ça. Mais si une femme ose être actrice et ose jouer dans une pièce théâtrale, alors elle n'est pas respectée. Être actrice, c'est une activité pas respectée. Moi, j'en ai parlé déjà, j'ai même écrit là-dessus. Moi, j'ai toujours voulu être actrice, depuis toujours. Mais lorsqu'en 2009, j'ai commencé à être actrice dans le Malawi, eh bien, j'ai constaté qu'on me regardait de travers et que l'on allait toujours me considérer comme quelque chose, comme presque une prostituée.
Ça commençait déjà dans notre troupe lorsque on lorsqu'on faisait des répétitions, eh bien, tout d'abord, et à la fin des répétitions, tout d'abord, on ramenait à la maison les garçons et ce n'est qu'ensuite qu'on s'adressait aux actrices pour leur demander bah, est-ce que tu viens boire un pot avec moi ou avec qui tu as déjà couché? Je sais que tu as déjà couché avec X ou Y. C'est-à-dire que on était toujours perçu et traité comme quelque chose comme une prostituée. Et je savais que j'allais toujours valoir moins qu'un acteur mâle qui sont respectés. Ici, on est respecté. Dans le Malawi, ce n'était pas comme ça. Et j'ai fini par étudier autre chose. Je voulais étudier le théâtre, mais finalement, ce manque de respect vis-à-vis des actrices dans mon pays m'a décidé à vouloir étudier autre chose. Parce qu'à partir d'un certain point, on décide quand même que vouloir être actrice, c'est insensé. Et aujourd'hui encore, la plupart des actrices du Malawi ont fini par accepter leur mauvaise position et il y a des actrices pour lesquelles justement il y a quelque chose comme une self-fulfilling prophecy parce que si on a une femme et qu'on entend sans arrêt qu'on est une pute, alors finalement on finit par fondre dans ce moule, n'est-ce pas? On finit par intérioriser ce reproche. Mais alors, qui sont ces hommes qui engagent des actrices ou des acteurs en Malawi? Est-ce que c'est des régisseurs, des metteurs en scène? Est-ce que c'est des institutions? Est-ce qu'on peut le dire? Il existe différents groupes ou différentes troupes. Il n'existe pas d'institution dans le Malawi. Le théâtre en tant qu'institution ou qu'organisation n'est pas du tout respecté par le gouvernement. Je pense qu'on aurait dû attendre 2009 ou 2010 pour que le théâtre soit considéré comme faisant une partie de la culture ou des arts. Il existe chez nous des musiciens, il existe une organisation professionnelle de musiciens. Chez nous, il existe aussi des auteurs, bien sûr, mais le théâtre n'a pas été reconnu comme étant une chose positive et une chose importante pour notre culture. Et les hommes qui recrutent, c'est des hommes du Malawi, ou bien c'est aussi des metteurs en scène d'autres pays qui viennent dans notre pays pour mettre en scène une pièce. Mais ces metteurs en scène étrangers qui viennent au Malawi, effectivement, malheureusement, sont influencés par le manque de respect des hommes malawiens vis-à-vis des actrices. Alors, tu as participé à une coopération théâtrale internationale au Malawi avec des gens qui venaient d'Europe. Alors, comment est-ce que tu t'es lancé dans cette production? Est-ce que tu craignais que ces mauvaises expériences allaient se perpétuer, lorsque la troupe, l'ensemble est venu de Constance, là, ça s'est présenté un tout petit peu différemment parce que cet ensemble, ma troupe avait déjà fait un projet en 2009 avec l'ensemble de Constance et moi,
Je suis entrée sur le plan en 2011 et là, je savais déjà que les Allemands faisaient bien différemment les choses que nous. Et j'ai trouvé ça très fascinant. Mais j'ai constaté qu'il y a différentes façons aus Deutschland auf der Bühne steht. d'incorporer un rôle, de jouer un rôle ou de se présenter. Le volume de la voix. Mais le public se comporte aussi différemment au Malawi qu'en Allemagne. Une collègue, j'ai dû expliquer à une collègue de Constance comment le public fonctionnait au Malawi. Elle était étonnée de voir à quel point c'était différent. Moi aussi, j'ai été étonnée de constater que le public à Constance se comportait bien différemment. J'ai trouvé ça très fascinant à constater. Mais alors, effectivement, les femmes sont traitées bien différemment dans le Malawi qu'en Allemagne. En Allemagne, bien, les actrices et les acteurs travaillent ensemble sans autre façon et sans que personne ne prétende qu'ils couchaient forcément ensemble. Et j'ai trouvé que c'était très sympa. Merci beaucoup. J'aimerais passer la parole à Bernhard Stengele. Burkina Faso, gibt es da ähnliche Erfahrungen? Also war das, et lui demander comment ça s'est passé pour le travail en Afrique occidentale, au Burkina Faso. Est-ce qu'il existe des acteurs dans le Burkina Faso? Et quelles étaient les attentes des uns et des autres? Est-ce qu'il y a des rencontres qui se font? Malheureusement, je ne peux pas activer ma caméra vidéo. Malheureusement, je ne peux pas apparaître en image. Ah si, finalement, ça a quand même fonctionné. Voilà. Très bien. Effectivement, donc, tout ce que Otuli a dit, je peux le comprendre dans sa majeure partie, ce qui concerne les attitudes, mais je peux dire que pour moi, l'activité théâtrale dans le Burkina Faso, c'était une véritable libération. Pourquoi? Parce que j'en avais marre de ces interminables discussions en Allemagne sur l'esthétisme, sur l'art dramatique ou post-dramatique. Et finalement, je suis arrivée au Burkina Faso pour faire de l'art théâtral et nous voulions toucher à des thématiques très difficiles. Et nous savions d'emblée que si nous voulions parler de certaines thématiques difficiles, il était nécessaire que le public aime la pièce théâtrale que nous allions proposer. Alors, comment faire en sorte que les spectateurs, spectatrices acceptent nos contenus? Et donc, finalement, au lieu de toujours réfléchir au contenu, j'ai commencé à réfléchir à l'esthétique de ce que nous faisions. Et ça, c'était une grande libération pour moi. Et en même temps, il y a eu l'aspect de la rencontre. Otuli l'a dit, lorsque chez nous, on éteint la lumière, eh bien, tout le monde se tait. Mais au Burkina Faso, il y avait des portables qui sonnaient tout le temps et puis il y avait des femmes qui allaitaient leur bébé, donc nous devions faire face à ça. Et finalement, notre art a complètement changé. Il faut parler à voix très forte, il faut être très présent, être grand sur scène. Il y a aussi le bruit de la circulation et c'est pourquoi l'acteur doit parler à voix très forte, être extrêmement puissant et fort. Chez nous, lorsqu'un acteur est très expressif, on le soupçonne d'être superficiel. Mais bien sûr, si le contexte est un contexte de silence absolu comme en Allemagne, eh bien, on peut aussi parler moins fort. Mais dans le Burkina Faso, j'ai commencé à réfléchir
à ce que Shakespeare, par exemple, devait faire pour mettre en scène ses pièces. C'était peut-être différent aussi pour lui. Ça a été enrichissant pour nous. Et lorsque les acteurs du Burkina Faso sont venus chez nous en Allemagne, et à Würzburg, par exemple, c'était très intéressant aussi parce que, comme Otuli l'a dit, les actrices, notamment, ont un statut social très, très, très faible. Dans le Malawi, c'est peut-être pire qu'au Burkina Faso. Et la situation financière des acteurs, des actrices est désastreuse. Il y a environ 5 mois, un marionnettiste du Burkina m'a téléphoné. Il avait créé son théâtre de marionnettes au Burkina Faso. Il m'a demandé par téléphone si je pouvais lui envoyer 50 € parce que sa femme avait une grossesse très difficile et qu'elle allait mourir si elle ne pouvait pas bénéficier d'un soutien médical. Alors, vous imaginez la situation sociale des artistes, par exemple, au Burkina Faso. Alors, il faut le savoir. C'est différent d'une situation de conflit armé, une situation qui est très tendue, plus tendue encore, mais la pauvreté en tant que telle et le statut de ces artistes dans ces pays ne saurait être comparé à notre situation. Et il faut faire preuve d'une grande sensibilité pour arriver à gérer ce contraste-là. Alors, tu as parlé de l'esthétisme. Alors, lorsque tu as travaillé au Burkina Faso en misant sur l'esthétique, alors quelle était la place et l'importance des images? Nous voulons dans le théâtre travailler avec l'image. Ou est-ce que dans votre théâtre au Burkina Faso, vous passiez par les dialogues? Mais comme je l'ai dit justement, le jeu d'acteur est beaucoup plus fort et expressif au Burkina Faso parce que justement, il faut parler plus fort, par exemple. Mais tout dépend aussi des possibilités techniques. Il faut donc des images très fortes qui ne coûtent pas trop cher et dont la réalisation technique n'est pas trop compliquée pour l'éclairage et pour la technique du son. Autrement, il y a des pièces par dialogue, telles que je les ai vues au Burkina Faso. C'est une importation de la France. C'est importé de la France. Ce n'est pas très vivant, finalement. Ce qui était vraiment extrêmement vivant, c'est des pièces en Oré, Jola ou Mandeng, les différentes langues du Burkina Faso, des pièces qui étaient vraiment très fortes en expression et parfois burlesques, qui étaient faites pour être jouées une seule fois. Alors, ces pièces parlées avec des dialogues très fins, finalement, n'ont pas vraiment développé une grande force dans le Burkina Faso. Il fallait en quelque sorte renforcer le symbolisme dans nos pièces. Roman, nous aimerions t'entendre, toi aussi, bien sûr, avant d'ouvrir le débat pour tous les participants. Roman, tu es originaire de l'Afghanistan. Et... Sorry, Roman. Pardon, Roman. We are reading a lot in the news about development in Afghanistan, and that when the US Army is going away, that the Taliban might take over the power. What does that do to the theater work in Afghanistan? Or let's say to culture and to education. The Taliban, I think they're against it, but I don't know. How do you think it's possible to do theater and education in Afghanistan? Yeah, it's a very interesting question, I think. Yes, absolutely. After 2014, when this attack was happening on our theater show and French culture, so mostly the culture part and events that it was related to culture, theater, concerts, or something related to culture was closed. Like there is nothing right now.
Like there is some very, very small theater shows inside the university or something, but it is not like past. Like in the past 20 years, the economy was rising up, and the cultural activities and cultural events organized by Afghan government and also with the support of the international government, it was really, really rising up. And there was a lot of workshops, there was a lot of festivals, different theater festivals, music festivals, and this thing. And now, if I compare this, when I was studying in Kabul, the acting faculty, it is completely dead. I'm saying, because now the situation is getting very worse because they are targeting, like in the past they were like not targeting the civilization, the civil society, or the people, or the theater, or the cultures institutions. But now the main target is the media, culture activities, because they understand they are against their beliefs or something. Just before that, we are speaking right now, 2 hours ago, there was a big attack in front of a school in Kabul, which left 40 dead children and civilians. And I'm completely speechless. Why did do this attack in there? And I'm really emotional right now because I'm hearing the news and everything. And I think it will get worse because the NATO and United States are like leaving the country, and the government and the security forces, of course, they are saying that they can like give the good to secure the country, but I don't believe that it will happen. And it's influencing everything. It's influencing the culture, the theater, the media, everything, if the situation is getting worse. And of course, if they will come to the government, then it's the dead of the all things, I think. We are working on a project in Afghanistan. Anina should go at the end of September to Afghanistan to teach. And there's an organization which is called Skateistan. They're doing skateboarding with kids on the streets of Kabul and Mazar Sharif. And we are organizing it now. We are trying to bring Anina there, but we are very scared at the moment that it will happen. And I have been having some cooperation work with the Skateistan in Mazar Sharif, and hopefully it will be not as I'm thinking, and hopefully everything will be okay, and there will be no war again, like civil war or something. Like then everyone want to go to there to do a project or something is welcome as well. Always. To me of interest is the question of the risk involved in artistic works, especially for example in Afghanistan. Homan, in 2014 you did this production Herzklopfen, die Stille nach der Explosion. Can you describe us what this production was about and what happened to the premiere of your production? So this production was a production of Asdar Theater, which I was also a member of Asdar Theater, and we established Asdar Theater in 2006. It was a quite famous, one of quite famous theaters in Afghanistan. In 2014, we had this production, The Heartbeat, The Silence After the Explosion, and the premiere was in French Cultural Center. The main topic of the show was about the psychological feelings or bad things that it's happening through the explosion, through the war for the people. And it was not against, we were not condemning the anybody, not the Taliban, not anybody. We just say like the war
how the war is influencing the life of the people and how is it getting worse, something like this. And then unfortunately in the premiere, the show was about 1.5 hours, and the 21 minute of the show, a suicide attacker was inside the French Culture Institute, and he was explode his suicide vest at the moment that we were also showing a explosion moment in the stage. And there was like 2 people were dead and some of very good colleague was injured, and it was a really shocked in the whole country and also in the world, and for us as well, because it's completely changed our life, because we get it threatened by the Taliban and by the extremists through their websites and Facebook and everything, and then we have to flee the country. So some of us were gone to India on that moment, and then I come to Germany, and I go back because I was not believing that it will be stopping me, because I want to work again. But then I changed the city, and then I realized, and all of us will realize that yeah, it is really hard for us to leave, because we were not allowed to go again to the stage. Nobody was giving us space to work or something, because everybody was afraid of us. If we were like being the stage again, there will be attacks or something. And then the Kula campaign from the DNT was inviting, for the first time they invite us in 2016, but unfortunately we didn't get the visa. The embassy was not issuing the visa for us. And then in 2017, May of 2017, we got the visa and everything, and then we flee the country. And now we're leaving, all of us, in Germany. Have you been aware before this happened that the risk is so high for you to work in Afghanistan in theater? Well, I through my artistic work with the Asdar Theater and with the Parwas Theater, we understand that being on the stage is already dangerous in Afghanistan. For example, it was not the first attack. I mean, it was the biggest one and the worst one. But through the some projects, puppet projects that we did for almost 2 years in Afghanistan, we face also some verbal attacks in the schools. Some mullahs or some religious people was against the show or against the music that we did. And one of the provinces, they called because it was a village near to a base of the Taliban, and they called the Taliban, and they stoned us while we were like on the stage. And then we realized this is the big problem. There will be big problem, and then we left the site very fast. And yeah, we know about the consequences that we are facing or something, but it was not worse until 2014 or right now, because at least on that moment we could travel by route to the other provinces, to the districts, to show our theater shows, mostly for the children in the schools. But at the moment it is impossible, because you cannot, for example, you cannot leave Kabul for a district, because it's dangerous. They will stop you. And at the moment they know that you're in this business, or somehow your thoughts or your thinking way of life is like against the things that they are thinking, then you're not anymore alive. Incredible, Roman. Anina, an dich die Frage. Anina, maintenant la question pour toi. Est-ce que tu as aussi vécu de telles situations? Comment est-ce que tu gères le danger dans ces régions quand tu fais du théâtre? Ich bin total privilegiert, weil ich habe Je suis complètement privilégiée car j'ai un passeport suisse et si besoin est, j'ai une ambassade
J'ai aussi un public qui va s'occuper de moi si on devait m'emprisonner dans de telles régions de crise. Je dois toujours compter avec cela, Shanghai ou dans l'Irak. Il faut savoir comment se bouger, qu'est-ce qu'on peut dire ou pas. Mais bien sûr, on ne peut pas comparer cela. Et pour cela, il y a besoin de courage. De toute façon, quand on est pendant 8 heures lors d'un checkpoint avec des soldats armés, eh bien, il faut avoir le courage et puis aussi se rendre compte qu'on est privilégié. J'aimerais reprendre ce que tu viens de dire, Otuli. La guerre a bien sûr un lien avec le pouvoir. De quoi s'agit-il? Mettre en question le pouvoir ou ce que tu viens de dire aussi, Bernard? Comment mesurer l'esthétique? Je suis souvent confrontée à cette question car souvent c'est l'esthétique qui prime et pas le contenu. Mais quand on travaille dans des régions où il y a du conflit ou des guerres et que les gens sont concernés et qu'on le fait de façon locale, voire internationale, alors c'est le contenu qui va diriger l'esthétique en tous les cas, parce que sinon, je ne respecterai pas le contenu par rapport aux gens qui sont mon public. Mais bon, bien sûr, l'esthétique est toujours importante et c'est les hommes qui s'occupent pas mal des régions en conflit ou en guerre. Les femmes n'ont rien à faire là. Je le vis régulièrement. Les femmes pourtant ont affaire avec la survie des crises, la survie dans la guerre, mais dans le langage théâtral ou dans le monde des journalistes, etc. Pour mettre l'humanisme au centre, là, je suis convaincue que le théâtre a vraiment à faire avec le fait qu'on est humain, qu'on rencontre les autres et qu'on puisse expérimenter les choses ensemble, que l'on rit ou que l'on pleure. Il y a tout ce spectre du théâtre qui propose toutes ces possibilités. Alors, un questionnement ou une réflexion critique des structures de pouvoir propres est bien sûr aussi une condition de base afin de pouvoir se rencontrer à pied égal dans ces régions en crise. Mais bon, ce n'est peut-être pas possible complètement car on est quand même privilégié d'un point de vue économique, sécurité, mais peut-être il faut y réfléchir et traiter cela différemment afin de pouvoir avancer et puis être plus ouvert par rapport à ces différences qui, bien sûr, constituent une richesse. Est-ce que tu voudrais répondre? Je pense qu'elle a posé une question, elle a tout de suite répondu elle-même, mais je ne peux que confirmer ce que tu viens de dire. Au Malawi, c'est également comme ça. Dans les pièces que l'on joue, tout dépend bien sûr de ce qu'on montre. Au Malawi, quand il s'agit de politique, eh bien, d'abord, on a envoyé notre pièce à une commission de censure qui doit lire cela, voir ce que les gens peuvent entendre ou pas. Alors, il va y avoir des choses qui sont éliminées et puis ensuite, on peut travailler. La religion aussi, il faut toujours veiller à n'offenser personne. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans chaque pièce, il y a toujours un homme qui joue le rôle principal
qui est en quelque sorte le super-héros, alors que les femmes jouent toujours des rôles subordonnés. Elles aident, elles sont assistantes. C'est toujours les mêmes rôles, indépendamment d'un roman ou si c'est une pièce qu'on a écrite nous-mêmes. Il y a toujours cette situation que l'homme est l'acteur principal et les femmes se rajoutent. Elles font quelque chose, mais elles n'ont pas vraiment un rôle primordial. Donc, les hommes se présentent toujours comme des super-héros et puis les femmes, bon, elles ne savent pas faire beaucoup plus que de cuisiner, s'occuper des enfants, etc. Merci. J'ai encore une question qui s'adresse à tout le monde, qui est peut-être un peu provocatrice. Il y a aussi cette question de luxe chez nous. Pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre? À quoi bon? Et la question, justement, dans ces régions en crise ou en guerre, là, cette question ne se pose plus, ou est-ce que là, on fait quand même du théâtre malgré cela? Je veux bien répondre. Je crois que dans les régions en guerre, en tout cas, c'était mon expérience en février à Marmore, un camp de réfugiés qui existe depuis 27 ans. Et là, on était avec 8 comédiens, comédiennes, et on a fait du théâtre avec les gens du camp. On a aussi travaillé avec les enfants. Alors là, beaucoup ont dit, mais le théâtre n'est pas essentiel, car on a bien d'autres problèmes. On nous attaque régulièrement depuis la Turquie, etc. Nous avons quasiment rien à manger, rien à faire. Alors, ce qui était impulsé à l'intérieur de 3 semaines par rapport à une sorte de libération de l'âme comme force visionnaire qu'on a pu susciter. Et je pense que surtout dans des endroits comme cela, c'était vraiment incroyable. Et je crois vraiment que dans ces régions de crise ou en conflit, le théâtre est extrêmement important. Par ailleurs, nous sommes aussi dans une crise actuellement et c'est aussi une nécessité maintenant. Mais il faut le faire car sinon on le perd, on l'oublie. Otuli l'a dit aussi, nous avons besoin de l'espace public et puis tous ces États dictatorial et ce n'est pas un hasard que la culture est interdite. Les créateurs sont poursuivis et, lors de la guerre. Il y a vraiment de grandes blagues qui voient le jour. C'est important. J'ai déjà été dans des situations où on était bombardé. Et puis, les meilleures blagues ont vu le jour lors d'une telle situation. L'humour est absolument nécessaire, sinon tu perds la boule. Et oui, on peut quand même dépasser la peur grâce à ce travail. Quand il y a quelque chose qui permet de se rencontrer, tout à coup, c'est l'être humain qui est vraiment au centre et pas ce système qui nous dépasse, ni ce danger qui est énorme. Et cela crée bien sûr de la force de vie, va aussi libérer une vision et je crois que c'est cela qui compte, c'est de vraiment créer un sens à la vie. Encore une question pour l'Islande, Thor. Qu'est-ce qui relie le théâtre et la guerre? Je dirais d'abord que je trouve cette discussion très intéressante, le théâtre dans les régions de crise. Il y a quand même une difficulté d'être femme dans une telle situation et je crois que la guerre
est comme une sorte d'image de la pensée patriarcale. Et nous venons d'entendre qu'il y a eu un attentat en Afghanistan. Et bien sûr, c'était une classe de jeunes femmes. C'est une attaque contre l'avenir. Parce que les femmes ne sont pas censées avoir un avenir. Extremists, they know where to hit. And Daniel was just talking about it. She was just talking about it, that you attack the culture is the first thing you have to attack, because there you will be able to create fear of people coming together, people speaking to one another and developing ideas and empathy for the perspective of the other. And it is crazy to sit here in, incredibly technology advanced on expensive computers across the Atlantic, and at the same time you have these incredible attacks against the leftovers of courage, of culture, and of change in a country that has been under constant attack for such a long time. And I thought, when I was, as soon as you talked about this, I went and I was reading up, and of course it was a school for girls, and it comes back to what Otuli was talking about before. This that in the power structures, they are power structures based on male dominance, and it is incredible how this cultural war, which is raging in the whole world, just on different levels of intensity, is rebalancing the powers in the world. And I think theater, to come back to the question that Daniel asked, I think theater, yes, and now I'm going to jump back to German. Ich glaube, je continue en allemand. Je crois, et c'est ce qui est beau, en tout cas pour moi, à entendre, mais en règle générale, il est vrai que le théâtre a vraiment une force incroyable et on peut vraiment aider des personnes d'un point de vue idéologique, on peut ouvrir des perspectives empathiques par rapport à d'autres humains, par rapport à d'autres régions. Là où je suis en Allemagne, on n'est pas nécessairement devant ces questionnements existentiels, donc on peut parler du théâtre comme une usine d'oxygène, mais c'est peut-être un peu asséché dans le monde capitaliste. En même temps, les narrations de base qui sont en lien avec la vie des êtres humains, ce que Bernard a mentionné, le Burkina Faso, c'est tellement beau et c'est ce que Shakespeare cherchait. 2000 personnes qui d'habitude boivent de la bière, de les convaincre de penser à autre chose, de voir les autres. Donc, le théâtre a vraiment une force incroyable. C'est pour cela que ces acteurs, comédiens se font attaquer en premier. Ce n'est rien de nouveau. Et je trouve incroyable. Et franchement, je me suis sentie impuissant. Il faut être très prudent. On voit beaucoup de choses. On peut peut-être transmettre cela dans l'art plus tard, mais la question est où est-ce qu'on a des plateformes, où est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces forces? Mais je crois que le théâtre, et je pense que le coronavirus donnera une nouvelle impulsion. Le théâtre, depuis Homère aujourd'hui, est au centre de la vie humaine et il est beau d'entendre aujourd'hui
combien de différentes formes, différents niveaux existent ici. C'était très bien formulé. Bon, maintenant, un dernier tour de table pour encore rajouter une question. Bernhard Stengele, s'il vous plaît. Dans votre ensemble, après le travail au Burkina Faso, vous avez travaillé donc avec un ensemble mixte en Allemagne de l'Est, à Thüringen. Et quand on parle de la lutte contre la culture, là, il y a encore eu une autre expérience. Est-ce que Bernard, tu peux nous en dire quelque chose? Oui, justement. C'était en 2012. C'était juste après ma première coopération avec le Burkina. J'ai été appelée vers l'Allemagne de l'Est et si vous ne le savez pas, c'était donc une province, un théâtre et il y a une sorte d'autocollant qui dit « le théâtre doit exister ». Alors, je me suis demandé, est-ce que dans une province de l'Allemagne de l'Est, est-ce vraiment vrai? Donc, ce qu'on vient aussi de poser comme question tout à l'heure, hein. Donc pas une région de crise ou de guerre, mais une région peu forte point de vue structurel. Et donc la réponse est que dans ce monde mondialisé, on voulait donc amener quelque chose dans cette région et notre ensemble, c'est peut-être un peu différent des autres modèles. Nous avons des artistes des pays qu'on a invités. C'est des gens qui ne parlaient pas nécessairement l'allemand, donc il y avait des gens de Turquie, de l'Afrique de l'Ouest, etc. On les a intégrés dans l'ensemble et on a fait des coopérations avec ces pays. On a fait ces pièces en 2, 3 langues, ce qui a l'air complexe, mais cela fonctionne assez bien. Quand on comprend la moitié du texte, souvent on comprend le tout et bien sûr il y a aussi l'expression. Et tout cela a assez bien fonctionné en Allemagne de l'Est. J'étais impressionnée à voir combien il y avait une faim pour le théâtre dans ces régions peu développées. Et, on voulait aussi entendre des thèmes plutôt sérieux et pas juste de l'amusement. Et ensuite, il y avait l'AfD, donc ce parti de droite qui a pris de l'essor vu la crise des réfugiés. Et là, on a eu plus de succès au théâtre, mais surtout les artistes d'une autre couleur de peau ne pouvaient plus vivre avec nous et travailler avec nous parce que les attaques dans les rues ont tellement augmenté que cette expérimentation a dû s'arrêter car il n'était plus possible pour les comédiens qui étaient différents, qu'on le voyait, ne pouvaient pas vraiment se protéger. À Berlin, j'ai peut-être des endroits où je peux me retirer ou à Bâle aussi, des quartiers où on peut rencontrer des gens du même acabit. Donc, nous avons quand même fait du foin. On a donc montré le Hauptmann von Köpenick avec un étranger qui a joué ce major. On ne voulait pas être si original, mais c'était vu comme cela. Mais il n'était plus possible en Allemagne de l'Est, de faire un tel type de théâtre parce que le danger a augmenté. Je ne dirais pas que c'était un danger vraiment de mourir, mais si tu vis quelque part et on commente tout le temps ce que tu fais. Donc, il y avait aussi une comédienne du Burkina que je devais amener en voiture car on sifflait derrière elle dans la rue. Elle ne pouvait plus aller dans la rue. Et là, je ne peux pas dire que, bon, bah, c'est des artistes, ce ne sont pas des héros. Je ne peux pas m'attendre à ce que ces personnes subissent de telles attaques tous les jours de leur vie. C'était vraiment amer et cela a donc arrêté mon travail de théâtre car je ne pouvais plus jouer avec les personnes avec qui je voulais collaborer. C'était vraiment au milieu de l'Allemagne que cela s'est passé.
berührend und erschütternd. C'était très touchant, voire impressionnant ce que tu viens de dire. Il y a peu de temps, j'avais affaire à 2 metteurs en scène de Colombie qui travaillent beaucoup avec des enfants, des jeunes. Ils étaient récemment ici en Suisse et ils ont dit on n'a jamais travaillé dans une région de crise autant qu'en Suisse. Ils étaient en fait impressionnés par l'état des enfants ici en Suisse. Donc, il ne faut pas toujours regarder loin. Non, on a aussi des crises ici. Et il faut quand même reconnaître combien le théâtre peut être important, et surtout après cette pause forcée qui nous a été imposée. Je voulais rajouter quelque chose. L'année dernière, j'ai fait une expérience similaire au théâtre de Constance. Juste avant le confinement, on avait un grand projet avec différents comédiens, comédiennes. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 différents pays de l'Afrique, Malawi, Togo, Burundi, Tanzanie. Et je crois qu'il y avait aussi quelqu'un du Kenya. Et évidemment, le théâtre de Constance et la mise en scène. Bon, je ne vais pas en parler maintenant. Le metteur en scène était un peu plus âgé que d'habitude. Plus âgé que 70 ans. Et c'était tout au début, on a entendu, oh, en Chine, il y a un virus, Corona, etc. C'était les histoires qu'on entendait tous les jours, mais malgré cela, on est allé se préparer. Mais le problème était avec lui qu'il ne savait que parler l'allemand. Et comme on venait de 5 différents pays, on ne pouvait que parler l'anglais. Notamment, les 2 personnes de Tanzanie ne savaient pas parler l'anglais, ceux du Togo parlaient le français. Donc, il y avait le swahili, il y avait le français, l'allemand. Il y a eu toutes ces langues qui se rejoignaient. Et le metteur en scène n'avait pas tant un problème avec les langues, il ne parlait que du coronavirus. Alors, il m'a toujours dit en allemand: «Hé, Otuli, est-ce que tu peux leur dire qu'ils ne viennent pas trop proches? Je suis âgée, j'ai peur, s'ils sont trop proches de moi, je vais mourir». Et j'ai trouvé cela plutôt offensif. Évidemment, tout le monde avait peur. On ne savait pas ce que cela voulait dire, le coronavirus. Mais ces gens étaient depuis presque un mois en Allemagne. Et puis, pour ces comédiens invités, c'était un enfer d'entendre cela tout le temps. Je suis en Allemagne pendant 3 mois, j'aimerais donc jouer. Et puis, il y a le coronavirus. Peut-être je vais aussi mourir ici, je ne pourrai plus rentrer. Nous aussi, on avait peur. Et d'entendre quelqu'un qui dit Otuli, dis aux autres que demain, on ne peut pas se voir. Peut-être on peut séparer les gens, les mettre dans différentes salles. Donc, c'était que ce danger du coronavirus qui primait. Et là, il y avait un comédien de Pologne, un Polonais. Alors, le metteur en scène lui a dit: «Je ne comprends plus rien, c'est noir, on me les envoie, ils ne savent pas jouer, et puis il y a le coronavirus». Mais il a oublié que
l'un de ces comédiens connaissait aussi l'allemand et le polonais. Donc, tout à coup, tout était trop. Les autres ne l'ont pas vraiment compris parce que c'était dit en allemand ou en polonais, mais c'était vraiment offensif, hein, ce qui faisait finalement que la pièce a dû s'arrêter. On a cherché un autre metteur en scène car il n'était pas du tout à la hauteur. Donc, c'est une situation où on se réjouit. Oh, je vais travailler avec tant de personnes et on va avoir un metteur en scène connu. Mais lui, pendant tout ce temps, il a toujours eu des excuses. Il a toujours dit, eh bien, Otuli, c'est la première fois que j'ai travaillé avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire avec une femme noire? Mon Dieu. Et peut-être il pensait que c'était un compliment, mais chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était vraiment une offense. Donc, c'est pas uniquement ce qu'on dit, mais comment on le dit. Et je crois qu'avant d'entamer une collaboration, il faut quand même savoir un peu mieux comment gérer les gens. Parce qu'il s'agit de comédiens, mais il y a aussi l'aspect culturel. Comment est-ce que je discute avec celui-là? Il ne faut pas penser que chaque culture connaît l'autre. Non, mais il faut quand même savoir traiter les gens correctement pour ne pas les offenser. Voilà beaucoup de questions qui mériteraient approfondissement. Malheureusement, il ne nous reste plus de temps pour le faire. Et je pense que nous avons quand même touché à un très grand nombre d'aspects différents en adoptant des perspectives très diverses, en posant des questions aussi très diverses. Je tiens à vous remercier très chaleureusement, toi, Otuli, et toi, Anina. Je vous remercie de votre présence ici. Je remercie Human. Je remercie Thorleifur et Bernard qui ont été présents en ligne. Je remercie toutes les participantes, tous les participants en ligne. Merci à toi, Thomas, d'avoir été mon co-modérateur. Je remercie tout le public. Je remercie tous ceux, toutes celles qui ont suivi nos débats, dans l'espace virtuel et je vous souhaite une excellente soirée.